Le petit Saül ne comprenait pas pourquoi sa maman lui interdisait de participer dans les rues de Braunau-sur-Inn à la grande fête du 12 mars 1938. Pourquoi elle lui défendait de crier Heil Hitler à l'unisson de Lotte, Heinz et Klaus, ses amis du kindergarten, des voisins, les Hurburger, les Posch, les Lindner et de tous les habitants de la ville. Il acceptait d'autant plus mal d'être exclu des festivités qu'en clamant Heil Hitler, il entendait manifester son amour à sa camarade de classe Hilde Hitler, nièce du nouveau maître du pays. Entre Hilde et lui, une idylle s'était nouée dès leur première rencontre dans le bucolique jardin d'enfants de la Zeughausplatz, à la périphérie de la petite agglomération. Il avait 5 ans, elle 3, le coup de foudre. Elle, comme lui, avait été instantanément submergée par un amour irrésistible, irrémédiable. Une de ces passions enfantines auxquelles l'écoulement du temps confère la saveur douce amère d'un fruit autrefois goûté dans un paradis à jamais perdu. Ce jour-là, les quelques 5000 habitants du bourg natal de Saül furent saisis d'une joie furieuse. Ils exprimaient en chantant « Deutschland über alles », en clamant « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », la fierté qu'ils ressentaient devant le triomphe de leurs concitoyens devenus chanceliers de la Grande Allemagne grâce à un Anschluss rapidement ratifié par une immense majorité. Comme dans toute l'Autriche, ils furent 99,6% à s'y rallier. La plupart ratifièrent l'annexion dans un esprit de revanche sur les misères engendrées par la défaite de 14-18 et par la crise de 1929. Certains suivirent par conformisme, d'autres par peur de la répression. Au cours des 2 années passées chez Justine, je n'ai eu que la lecture et la radio en soirée pour échapper à la solitude et à l'ennui. Chaque semaine, Justine empruntait à mon intention des livres à la bibliothèque communale. Chaque semaine, Justine empruntait à mon intention des livres à la bibliothèque communale. Elle évitait de demander conseil à la bibliothécaire pour ne pas éveiller les soupçons. Elle prenait donc des ouvrages au hasard. Entre l'âge de 10 à 12 ans, j'ai lu dans le désordre Hugo, Balzac, Max Duvesit, La Comtesse de Ségur, Dickens, Daly, Simon, John Knittel, George Sand, Tintin ou les albums Spirou. Je dévorais à la chaîne du matin au soir des classiques et des policiers, des essais philosophiques auxquels je ne comprenais rien, des recueils de poèmes abscons, des recueils de poèmes abscons, des récits de voyage et des récits de voyage et des biographies d'hommes illustres, des romans photos à l'eau de rose, comme des bouquins à la limite de la pornographie. Isolé, je n'avais plus de jouets ni de compagnons de jeu. Pas d'accès au parc ni aux cours de récréation. Seul dans un coin, quand Justine n'était pas à proximité, je musais, j'émettais des borborigmes, j'esquissais de petits gestes. Je m'imaginais conducteur de tramway, pilote d'avion ou joueur de football. Souvent, je tentais de repasser dans ma tête les images de ces films qui m'avaient tant fasciné. Souvent, je tentais de repasser dans ma tête les images de ces films qui m'avaient tant fasciné. Du temps où je découvrais le cinéma dans les salles de quartier. Je me souvenais rarement du titre des films ainsi que du nom des acteurs. J'avais tout juste retenu celui de Shirley Temple, la petite fille aux cheveux bouclés, mais pas oublié ceux de Laurel et Hardy. Ces deux-là, je les invitais dans ma vie quotidienne, je leur inventais des gags stupides, simplets, qui avaient mon environnement pour décor. Stan renversait sur la nappe la cafetière contenant de l'ersatz. Oliver dévorait de manière gloutonne le maigre morceau de lard auquel donnaient droit les timbres de ravitaillement. Le gros, en éternuant, salissait le visage avec la poussière noire, le schlamm, qui tenait lieu de charbon. Le maigre plongeait la tête en avant dans les WC parce qu'il y avait une coupure d'électricité pendant une alerte aérienne. Je m'étais improvisé scénariste. Alors que je ne connaissais même pas l'existence de ce métier. Et encore moins son appellation. Dans une tiède soirée d'été, Élise proposa à Saül de l'accompagner au cinéma. Hélène m'a dit que c'était ta passion. Pour voir un film avec Gene Kelly. Il eut un moment d'hésitation, mais comment refuser une invitation venant d'une femme qui, de surcroît, se trouvait être son chef? Élise introduisit Saül dans un nouvel univers, où Singing in the Rain, comédie musicale sur la transition du muet au parlant,
constitua le point de passage. L'euphorie suscitée par Gene Kelly chantant et dansant sous la pluie, mêlée au plaisir subi et imprévu de la main d'Elise sur son sexe, projeta Saül dans l'extase. Un long moment, l'image se brouilla en un flot artistique, comme si le projectionniste partageait son trouble. Saül dut à Élise ses premiers émois sexuels, mais plus encore, sa passion brûlante pour l'art cinématographique, après avoir, adolescent, flirté avec l'entertainment américain. Projectionniste, un métier à l'apprentissage duquel Saül avait échoué. Quand adolescent, il tentait de se rapprocher du cinéma, la plus humble, mais aussi la plus nécessaire des professions cinématographiques. Sans son savoir-faire, les salles obscures resteraient à jamais obscures, et les plus grands chefs-d'œuvre, comme les pires navets, ne sortiraient pas de leur boîte. Passant d'une cabine de projection à l'autre, Anna ne perçoit les films que par bris, par morceaux. Au fil des séquences entrevues par la lucarne de son antre, elle remonte les œuvres, les réinvente. Le bal du Guépard s'enchaîne avec la grande réception du parrain. La fusillade de la Saint-Valentin dans Scarface atteint le gaucher d'une balle dans le dos. Ingrid Bergman, amoureuse de Humphrey Bogart à Casablanca, échange des baisers passionnés avec Cary Grant à Rio dans Notorious. Les séquences qu'elle visionne dans un ordre aléatoire produisent un très long métrage dans lequel se succèdent happy end, retournements spectaculaires, scènes burlesques ou oniriques, rebondissements tragiques, interrompus par des poursuites haletantes et des chutes vertigineuses. Sur ces images se mixent et se fondent les musiques de Hermann, de Legrand, de Delarue et de Siffrine, les rumeurs de Paris et de New York, les éclats de voix dans les rues de Naples, les coups de feu dans la Sierra et le sifflement du vent dans le nord-est brésilien. Cannes est une manifestation unique, John. Dans aucun autre domaine n'existe un festival qui soit à la fois une foire commerciale et une grande exposition d'art. On y présente aussi bien des créations originales que des produits commerciaux, de l'expérimental, de l'avant-garde que du porno. Cette cohabitation de producteurs, de réalisateurs, d'acteurs, de journalistes, glorieux ou ratés, n'existe nulle part ailleurs. C'est le seul lieu où se côtoient des milliardaires et des fauchés, des stars et des filles de joie, des mercenaires, des talents méconnus, des mystificateurs et des parasites venus du monde entier. Aucun autre endroit ne présente une telle succession de fêtes, un échange aussi fiévreux d'idées, de projets, de contrats, signés aujourd'hui, défaits demain. Je ne connais pas une autre bourse aux chimères où la spéculation sur le vent puisse atteindre de tels sommets. Et il n'y a pas un Cannes, John, il y a 10 Cannes différents. Et chacun y trouve son compte. Il est de bon ton de cracher sur le festival, de mépriser cette kermesse annuelle. Ce qui n'empêche pas ses pires contempteurs d'y revenir chaque année. De ne vouloir à aucun prix manquer ce bal annuel des illusions. De réserver 12 mois à l'avance leur placard, leur chambre, leur villa avec piscine. Chacun selon ses moyens et ses besoins. L'uniformité du smoking dissimule la différence sociale. Jouis, John, boude pas ton plaisir. Et surtout n'écoute pas ceux qui, comme moi, répètent que le festival n'est plus ce qu'il était. L'équipe de The Yellow Star Avengers est saluée par les clameurs des badauds massés le long des barrières qui réclament des autographes. Les Birnbaum et Dustin Heyman
sont aveuglés par les flashs de centaines de photographes qui crient « Regardez par ici !» Encore une « Daskin, Mr. Birnbaum, please smile !» Ils sont harponnés par les journalistes de télévision qui tendent leur micro. « How do you feel ?» Les spectateurs ont déployé une banderole. « US, Europe, One World, One Cinema ». Saül craint de se réveiller dans le lit où, adolescent, il fantasmait sur les belles créatures hollywoodiennes. Non, ne rêve pas. Le président du festival l'accueille au sommet des marches. Il se retourne une dernière fois vers les photographes et est pris de vertige. La croisette est à ses pieds. Ce soir-là, le monde entier est à ses pieds. Les lumières s'éteignent, le silence s'installe et Saül craint que toute la salle n'entende les battements précipités de son cœur. Il n'est pas facile pour moi de vous montrer ce film, déclare Saül. Tout au long de sa production, j'étais confronté à des souvenirs, Vous vous en doutez, extrêmement douloureux. De plus, j'ai peur de choquer certains d'entre vous, alors que vous avez été si nombreux à me réserver un accueil chaleureux, alors que vous avez été si nombreux à me réserver un accueil chaleureux, à m'avoir fait confiance et à m'avoir aidé à réaliser ce document. Vous reconnaîtrez peut-être un père ou un grand-père, un ami de la famille, un proche. dans des scènes hystériques d'allégeance au nazisme, et pour vous aussi, je le sais. Ça peut être gênant et douloureux. Pour autant, fallait-il escamoter une réalité Pour autant, fallait-il escamoter une réalité dont vous, enfants ou petits-enfants de ces gens, dont vous, enfants et petits-enfants de ces gens, ne pouvez être tenus responsables.